Et vous êtes toujours, enfin on le souhaite, on l'espère, on le croit, à l'écoute de l'émission diffusée par Radio Soupan. Je veux parler d'Aracaille, bien entendu. Et on va, au cours de cette émission, tout de suite et sans attendre, vous causer des journées de l'estampe. Une habitude maintenant, tous les ans, sauf l'année dernière, biscotte le Covid, qu'il est le 19. Bref, cette année, on est de la revue. Et ainsi qu'à chaque visite de cette expo d'estampes, ma camarade de combat avait, justement, l'esprit très, très combatif, qui m'a méchamment traîné dans les travées de cette manif artistique toc, jusqu'à ce que, mort de mon talon d'Achille, s'en suive. Oui, camarades, auditrices, auditeurs, j'ai le talon de ce vieil Achille un peu de travers, et la marche forcée, il n'aime pas, mais alors, pas du tout. Pourtant, et malgré ce désagrément inopportun, je concède que le bobo en avait le coup de pied de l'âne, qu'on s'est bouffé des belles images et rencontré des personnes, par exemple, de beauté du trait. Ma préférence va à l'attaque d'épargne, et nous avons eu la joie insigne de retrouver la môme Amoroso et son pote Raoul, des pointures ou plutôt des gouges d'exception qui bricolent la gravure en taille d'épargne, de manière virtuose et engagée, et pas que pour de rire, surtout pas pour de rire, ou alors jaune. Aussi une graveuse que je sais pas trop quoi dire sur son pédigré, mais qui se fabrique des petites linos craquantes comme qui dirait des images pour les chiards. Que ma camarade en a acheté une et pas deux pour sa petite fille belge. Dommage que je ne puis prétendre être son petit-fils. J'ai bien essayé, mais sans un résultat probant. C'est une clairvoyante, la piquer coup, et on ne la berne pas à tous les coups. Pourtant, je m'en autorise beaucoup. Pour ma petite part, ça commençait dans le mou, cette déambulation dans la kermesse de la gravure. Quant au fond d'un stand, une grande estampe, une eau forte, un format raisin, en couleur. Je reconnais le style du graveur, un vieux bougon, mort de ses morets, mais qui n'est pas là. J'ajouterais presque un coup de peau. Le cul sur un banc, en face de la chose, je m'en fiche un coup derrière la lampe de cette belle image, me disant que cela suffisait à mon contentement et que je pouvais me faire la malle, prendre la poudre d'escampette, ni vue ni connue, je t'embrouille. C'était faute d'avoir oublié que je n'étais pas tout seul dans la place, et alpagué par ma camarade, je dois me farcir une nouvelle rencontre avec cette staccano d'origine slave, dont j'ai tout de suite aimé les linos enfantines. Et badaboum, me v'là embarqué pour le reste de la matinée, avec l'Alice qui se ramène et qui à son tour nous traîne vers la Simèze où s'exposent les œuvres de Raoul. Un duo, ces deux tripatouilleurs de bois et de lino, pas un boulot qui fait rigoler ou simplement amuse, non, du lourd de chez lourd, des sujets graves, rarement taillés dans le gras d'une plaque de lino, et surtout dans des formats qui doivent casser le poignet. Je ne sais si l'âge des impétrants y est pour quelque chose de ce choix de sujet angoissant et engagé. La vieuxerie adoucit les mœurs. Les miens en particulier, et s'il n'y a pas encore longtemps je faisais dans ce trip engagé, aujourd'hui je lâche la rampe. La vieuxerie, sûrement, qui me porte irrésistiblement vers la rigolade, et j'ai la honte. Mais pas le temps de me lamenter que ma camarade reprend le chemin de la route et se rencontre une autre graveuse, mais là, j'avais déjà cédé ma place au vide. Et quand enfin la délivrance se ramène, et l'expression n'a rien d'exagéré, nous embarquons à son bord en direction de la recherche d'un restaurant pour se sustenter et surtout
reposé, pantalon endolori. Un miracle, le hasard de la navigation nous fait échouer au petit Benoît, oui Jacob, un de ces vieux gastos, parigots, tête de veau, 120 ans au compteur, avec meuble de rangement des serviettes de l'habitué, 99 petits tiroirs, au poignet de cuivre bien astiqués. Et qu'il n'est pas hors service, qu'est nenni. Je me commande, grâce en soit rendu à Bacchus et aux cuistots de Belzébuth, un plat que cuisinait ma grand-mère maternelle, la blanquette de veau, arrosée d'un grand verre de Côte-du-Rhône. 2, pour ne pas encore mentir, et que c'est pas beau. Le gros panard, que ma camarade, qui s'est prise d'affection pour un risotto aux chanterelles, rosissait de plaisir gourmand. Le Côte-du-Rhône est dedans. 2 habitués à la table d'à côté, amateurs d'estampes et de livres rares, de la compagnie qui ne dérange pas un bon repas. Nous y retournerons. Un resto qui offre de la blanquette, du pot-au-feu et de la tête de veau, quoi de mieux pour la pensée. Une journée qui peut se faire la belle ainsi. Ma camarade enfourche un Vélib, tandis que je musarde sur les quais, reprends le métro à l'hôtel de ville pour retrouver mes quartiers du côté du bois de Vincennes. Il y a pire pour digérer. Ouais. Donc, tu as bien résumé ces très belles heures de ce mardi matin. Juste une petite précision pour le resto, c'était pas rue Jacob, c'était rue Saint-Benoît. Mais voilà. Je vais revenir sur ces graveurs, parce que c'est quand même plus ce qui intéresse nos auditeurs. Donc oui, la première discussion, c'était avec Marie-Liesse Sztuczka, là, donc cette artiste polonaise, qui moi m'a séduit. C'était effectivement ces petites linos pour enfantines. Alors elle a dit qu'elle a fait ça pendant le Covid, histoire de s'occuper, donc c'est vraiment quelque chose en annexe de son travail habituel. C'est une femme qui travaille à l'école d'architecture de Paris-Villette, et donc qui est passionnée par tout cette école a l'air d'être dans une mouvance plutôt critique par rapport à l'architecture traditionnelle, donc ils sont quand même dans des choses plus intéressantes, plus modernes, on va dire. Et donc elle nous a parlé librement de sa vie. On va sûrement aller la rencontrer pour qu'elle nous en raconte un peu plus. Voilà, et elle nous a parlé. Elle s'est mise à la gravure il y a même pas une dizaine d'années. Non, 7 ans. Et en fait, quand on regarde ce qu'elle a fait sur son site, c'est impressionnant parce qu'elle a un vrai travail de graveur professionnel, quoi. Elle a fait des monotypes. Alors, il y a une série qui s'appelle Regard. Elle a fait beaucoup de manière noire, apparemment. Elle nous a expliqué un petit peu, là, elle nous a montré des formats un peu comme des photos. Elle expliquait que c'était compliqué de bercer, qu'elle mettait je sais pas déjà combien d'heures. Enfin, toi, tu peux peut-être expliquer plus comment fonctionne la manière noire. Oui, oui, je peux vous expliquer, mais je sais pas si c'est vraiment intéressant d'expliquer, parce que c'est un truc de staccanoviste, quoi. On appelle un berceau, c'est une espèce de lame courbée, un petit peu comme pour hacher la viande, là, vous savez, à la main, ou pour hacher l'ail, pour faire l'aïoli. Et c'est évidemment, ça coupe, hein, parce qu'on taille le cuivre avec. Et alors, on agite ce berceau au-dessus d'une plaque de cuivre pour l'attaquer dans tous les sens. On fait des lignes droites, parallèles, perpendiculaires, des diagonales, etc. Jusqu'à temps qu'on obtienne une densité de couleurs qui soit vraiment. Alors ça peut se dégrader du gris le plus clair au noir le plus profond, voilà. Et ça donne, si vous voulez, des noirs veloutés magnifiques, même les gris, tout ça, c'est impossible à faire avec un burin, à moins de devenir fou. C'est impossible à faire avec une pointe sèche. Il n'y a que le berceau qui peut permettre justement de toucher à ces textures d'une douceur, d'une délicatesse, et qui donne des rendus, si vous voulez, à l'impression, qui sont d'une beauté remarquable, quoi, dans la douceur, dans la profondeur, dans la richesse. Hein. Ouais, donc elle a un super beau boulot, et là on peut voir qu'elle a travaillé donc sur manière noire. Elle a fait des portraits, un cabinet de curiosité, elle a fait des animotypes aussi, ça c'est des monotypes. Elle a fait des gravures, donc elle a un dessin qui fourmille de détails, hein, c'est très riche son dessin. D'ombre, de lumière aussi.
Elle arrive à créer des volumes. Quand on pense que c'est au berceau qu'elle fait ça, c'est un peu dingo. Ouais, elle a fait de la pointe sèche, de l'aquatinte. Elle a aussi travaillé sur des cartes à gratter et elle nous dit qu'elle travaillé sur verre. Elle a travaillé sur verre. Oui, ça c'est la première fois. Je crois pas avoir entendu. Je connais la peinture sur verre, tout ce que vous voulez sur verre, mais la gravure sur verre, non. Et pourtant c'est tout con. Il suffit de mettre une encre, une peinture noire sur du verre et graver dans cette peinture jusqu'au verre justement. Et l'intérêt probablement, c'est qu'on peut faire des choses, des finesses remarquables qu'on peut pas faire en lino, qu'on peut pas faire dans des techniques comme ça. Et puis en plus, on peut éclairer derrière le morceau de verre. Et voilà, tout ça. Alors, elle a gravé beaucoup de boules comme ça, de sphères. Donc, vous mettez une lampe à l'intérieur et ça fait une chose magique. Mais là aussi, c'est un travail. Alors, il y a une méticulosité, il y a un fourmillement de formes, etc. Bon, voilà, je pense que c'est pas le genre de boulot que je pourrais faire à longueur de journée. Rien que de le regarder, je suis complètement saoulé. Ah ouais, non, c'est un très très beau travail. Ce que j'ai vraiment aimé chez cette femme, c'est déjà son contact tout de suite très chaleureux, son enthousiasme, qui à aucun moment ne s'est prise au sérieux. Non, enfin, voilà. C'était vraiment une très très belle rencontre. C'est ça les grands, ils se prennent pas au sérieux. On était dans le stand où il y avait Alice, on avait repéré le travail d'Alice et puis on a commencé à discuter avec elle. Moi j'ai apprécié aussi donc ces gravures, ces linos pour enfants, qui étaient là très très gais en couleurs, avec des petits loups, des escargots, des grenouilles, et puis je sais pas, cette façon qu'on a eu de discuter, et je pense que oui, on va aller la rencontrer chez elle, ou là dans son atelier, ou alors à la Villette peut-être, là où elle travaille, je sais pas, on verra. Ce qui est dommage, c'est que si vous voulez, dans ces prises de parole impromptues, pas préparées, etc., je trouve qu'il y a une richesse d'infos qu'on retrouve jamais dans une interview au calme, auquel on a pensé avant, auquel l'interviewé est confronté, mais il a pu se préparer, etc. Dans l'impromptu, il y a une richesse, mais là on peut pas parce que s'il y a tellement de bruit parasite. L'escargot, Léo, l'escargot, Léo aime l'eau. L'escargot, Léo, l'escargot a sa coquille sur le dos, sûr que c'est bien une coquille. Elle est jolie quand elle brille. Elle n'a ni chambre ni salon, ce n'est donc pas une maison. L'escargot, Léo, l'escargot, Léo aime l'eau. L'escargot, Léo, l'escargot a sa coquille sur le dos. Elle est comme une couverture un peu dure. Quand je me couche dans mon lit, je peux cacher la tête aussi. L'escargot, Léo, l'escargot, Léo aime l'eau. L'escargot, Léo, l'escargot a sa coquille sur le dos. Elle est plutôt comme une veste, mais une veste qui lui reste. Il ne peut jamais en changer, ne doit surtout pas la casser. L'escargot, Léo, l'escargot, Léo aime l'eau. L'escargot, Léo, l'escargot a sa coquille sur le dos. Elle est comme un imperméable, mais en beaucoup plus agréable. D'ailleurs, il n'en a pas besoin, c'est dans l'eau qu'il se trouve bien. L'escargot, Léo, l'escargot, Léo aime l'eau. L'escargot, Léo, l'escargot a sa coquille sur le dos. Moi, le matin, quand je m'habille, je voudrais mettre une coquille. Quand j'aurai peur ou bien sommeil, je m'y cacherai tout pareil.
L'escargot, Léo, 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 l'escargot, Léo aime l'eau. L'escargot, Léo, 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 l'escargot a sa coquille sur le dos. C'était l'escargot Léo, Anne Sylvestre. Et on va continuer donc cette deuxième partie avec deux femmes graveuses. Grâce aussi donc Alice Amoroso qu'on a donc rencontrée, qui est arrivée sur le stand et qui nous a fait un magnifique cadeau, c'est-à-dire qu'elle a participé, elle a fait la couverture du numéro 31 de la revue Le Bois Gravé, qui est vraiment, je pense, une revue pour les spécialistes de la gravure. C'est une revue je pense pas qu'on la trouve. Je pense qu'elle est diffusée par abonnement. Je sais pas, j'ai pas vu le prix, j'ai rien vu. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment une magnifique revue. Hein, qui est tirée à 250 exemplaires sur un très beau papier. Enfin, on a vraiment là, c'est un magnifique cadeau. Donc Alice a fait la couverture de ce numéro, et donc à l'intérieur, deux artistes. Elle est consacrée à deux artistes. Il y a Alice Amoroso et Marina Savali. Alors moi, je vais revenir un peu sur Alice qu'on rencontre à chaque fois, et on peut dire que la première fois qu'on l'a rencontrée, en fait, son travail nous avait complètement happé, et on s'aperçoit que finalement, tous les gens qui nous font un peu craquer, souvent ils travaillent à l'atelier des Lilas. On ne les choisit pas pour ça, mais il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose à l'atelier des Lilas. Ouais. Donc pour parler d'Alice, on peut revenir un petit peu sur son parcours. Alice, elle s'est intéressée à la gravure, elle avait 15 ans, elle a commencé à faire un peu de taille d'épargne, et elle explique que c'est arrivé quand elle commençait à prendre une conscience aussi politique du monde. Donc là, elle s'engageait dans l'aide aux demandeurs d'asile, et par la gravure, elle a raconté tout ce qu'elle pouvait voir. Elle nous avait raconté que c'était au métro Barbès, qu'il y avait justement aussi tous les migrants qui étaient au métro Barbès, qu'elle avait commencé à dessiner. Moi, j'avais été très impressionné par cette gravure. Ouais, c'est ce qu'on a vu il y a 2 ans, je crois. Ouais. Et donc elle a fait des premières gravures dans l'atelier des Lilas, justement. Elle est devenue membre, et depuis 1 an, elle a intégré, comme elle dit, l'équipe du noyau dur pour gérer l'espace et l'association. Et donc elle s'est aussi formée en taille douce auprès de Raoul Velasco, qui, avec Christine Meller, les deux responsables de cet atelier, qui dépotent. Et qui ont aussi une galerie. Une galerie rue des Cascades. Rue des Cascades. Ouais. Donc elle a travaillé là sur l'homme, les migrants, sur toute la misère, sur les révoltes, les causes humanitaires, et elle dit qu'en fait elle cherche aussi à poser une filiation avec l'art occidental médiéval. Donc c'est comme ça qu'elle explique qu'elle a intégré l'École nationale supérieure des arts déco à Paris. Là, elle va rentrer en 3e année. Ça paraissait difficile au début, là maintenant elle dit que ça se passe beaucoup mieux. Au début elle nous disait que c'était très difficile. Ouais. Et là elle nous a présenté une de ses mamans qui est technicienne, qui un peu s'occupe d'elle, et en fait qui fait de la gravure aussi. Et donc je pense que ça se passe beaucoup mieux. Elle a trouvé sa place et elle peut vraiment travailler autant qu'elle le souhaite, quoi. Enfin, utiliser aussi le matériel, les presses et tout ça, les arts déco qu'elle ne pouvait pas utiliser avant. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on sent quand on lit ce qu'écrit Alice, elle a une très belle écriture, elle s'exprime très bien, et là elle nous disait qu'elle avait commencé une licence en anthropologie à distance à Toulouse, parce qu'elle est intéressée par tout ce qui est aussi géopolitique et tout ce qui touche l'humain, quoi. Donc la linogravure occupe une grande place dans son travail. Non, parce qu'il faut bien rappeler à nos chers auditrices, auditeurs, que la linogravure a été mise sur le devant de la scène avec Pablo Picasso. C'est lui le premier qui a commencé à œuvrer sur ce matériau pauvre qui était un recouvrement, comment on appelle ça, les choses qu'on met sur le sol, là, le lino. De la lino. Oui, du lino. C'était comme on met de la moquette, avant on mettait du lino. Ah oui, surtout dans les entreprises, parce que on marchait beaucoup. Et puis dans les appartements modestes aussi, pour recouvrir les planchers en bois brut, on mettait du lino. Voilà. Donc c'est un matériau vraiment modeste, pas cher, et qui se prête magnifiquement à la gravure. Il ne faut pas faire des tirages pléthoriques, parce que ça s'abîme plus vite évidemment que
une plaque de cuivre ou de zinc ou d'acier, hein. C'est bien que ou de bois du bois debout pour la gravure, mais ça permet quand même de faire des Picasso faisait des linos énormes et immenses, voilà. Aussi on peut Alice elle fait aussi des formats raisins, etc., etc. Donc elle avait exposé, nous on était allé la voir à Morez-sur-Loing au Studio Lot. C'est Harold Giroux qui tient le Studio Lot et qui elle lui rend vraiment hommage de l'avoir présenté comme ça sur cette exposition qui s'appelle le combat des âmes. Alors Alice, elle a pu faire des figures, une lino qui s'appelle Figure guerrière, hein, c'est des linogravures, il y a 2 plaques, il y en a une rouge, une noire, c'est sur le statut ambigu du soldat qui peut être à la fois bourreau et victime. Et tout en refusant de représenter la guerre par ses actes et ses crimes, elle donne à voir cette figure guerrière dans son rapport à l'autre, entre la crainte et le désir de domination, dans son agressivité comme dans sa souffrance. Elle a fait tout un livre d'artistes dont on avait déjà parlé qui s'appelle Israélienne palestinienne, d'espoir de femmes pour la paix. Alors là, c'est vraiment un très très bel, c'est magnifique, hein, c'est plusieurs pages, ça s'ouvre, c'est comme un livret comme un accordéon. Voilà, ça s'appelle un pliage accordéon. Voilà. Elle a fait un dernier travail en xylogravure qui s'intitule À la France aux 2 visages. Donc elle travaille à partir de 2 plaques. Elle explore donc le regard que la France porte sur son histoire. Donc elle a les 2 facettes. Elle dit on retrouve une histoire des Lumières mêlant les luttes sociales, la défense des droits et des libertés pour un monde plus juste. Donc ça part depuis l'édit de Nantes jusqu'au mariage pour tous, en passant par des grèves ouvrières, le Front populaire, le droit de vote des femmes, le droit à l'avortement. Et derrière ces glorieux événements dont la France revendique cet héritage, il y a une histoire qui est beaucoup plus sombre, qui est faite de répression et de sang, comme le massacre de la Saint-Barthélemy, la colonisation, l'esclavage, le massacre des Italiens d'Aigues-Mortes, l'affaire Dreyfus, la guerre d'Algérie, les restrictions des libertés que nous vivons actuellement. Donc voilà, c'est ce décalage, cette tension entre 2 visions difficilement conciliables qu'elle cherche à interroger par la superposition de ces 2 plaques. Donc elle a fait une série de 30 tirages qui sont tous différents. Et donc on peut les voir justement, on peut voir il y en a une qui est représentée donc dans ce bois gravé qui a des rouges avec des rouges et des bleus, quoi. Elle a fait voilà, donc cette revue est absolument magnifique. Donc Alice a beaucoup travaillé aussi, souvent c'est comme une image, les hommes sont enfermés dans un cadre, ils sont les uns sur les autres, ils se débattent donc dans cet enfermement, hein, dans ces prisons. Donc elle s'interroge vraiment sur comment se délivrer, quelle condition humaine. Oui, une interrogation très explicite dans ses réalisations graphiques. Voilà, elle a ce don de pouvoir exprimer avec des matériaux très pauvres, en fin de compte, s'exprimer en tout cas sur des situations qui sont inexprimables, souvent, tellement elles sont terrifiantes, tragiques, bouleversantes, voilà. Et avec l'image, il y a des textes aussi, mais c'est l'image qui vous délivre le message, voilà, c'est ça, et ça c'est pas un petit boulot de Rapinos à 2 balles. Ouais. Là, dans cette revue, justement, il y a une chasse à l'homme. Donc, c'est une lino en 2 matrices. C'est imprimé en 16 exemplaires. Et donc, effectivement, il y a du noir et du rouge. Et ce sont des hommes donc, qui sont pris dans des filets. Mais tout est forcément toujours cette imbrication des décors. Il y a aussi une lino qui s'appelle Entassement. Donc là, ça a été tiré à 15 exemplaires. Et il y a un exemplaire qui est tiré sur une carte géographique. Justement. Non, et on peut dire que l'entassement, c'est vraiment, si on doit faire une image de ce siècle, de ce qu'on vit, de cette époque de l'histoire, c'est l'entassement. On est entassé dans le métro, dans les transports en commun, on est entassé sur les plages pendant les vacances, au sport d'hiver, on est entassé aussi, on est tout le temps entassé. Ouais. Et là, elle exposait un de ses derniers travaux, c'était donc un grand format, c'était sur la récolte des olives en Palestine. Ah ouais. Ouais, et ça j'ai un petit faible.
Voilà, et donc dans cette revue du bois gravé, donc c'est consacré à Alice Amoroso et à Marina Savani, dont tu vas nous parler. Parce que oui, Marina Savani, c'est pas exactement le trip de notre petite Alice, c'est plus, peut-être plus contemporain dans le graphisme, voilà, ça se balade entre le dessin naïf, naïf, entre guillemets, hein, parce que quand on parle de naïf, il faut toujours faire attention à ce que recouvre cette dénomination. Voilà, elle fait aussi des BD en linogravure, des BD en 6 couleurs, bonjour madame, voilà, sur des formats 60-42, c'est quasiment des raisins, voilà. Elle a aussi un fait d'armes absolument éblouissant, le musée Picasso qui lui demande en 2020 de créer une série de fresques sur la vie de Picasso, ce qui donnera lieu à 2 grandes peintures murales intitulées Pablo et Olga et Aga Pavaloris, ainsi qu'une grande linogravure en couleur qui fait ses dimensions, oui, un raisin 50-65, voilà, le Minotaure et le rat. Donc, oui, c'est une graveuse, illustratrice, fresquiste, on peut dire aussi, voilà, et elle aussi se frotte au Calaveras tous les ans lors de la fête des morts à la fin du mois d'octobre. Raoul Velasco, dont on vous a parlé, de l'atelier d'Ilula et de la galerie de la rue des Cascades, originaire du Mexique, organise à l'atelier des Cascades, oui, parce qu'il y a aussi un atelier aux Cascades, une fête, une exposition autour du thème des calaveras. Alors on voit des squelettes en pagaille, etc., etc. C'est très gai. Enfin, c'est mexicain, quoi. Vous voyez, les Mexicains, comme les Espagnols, ont un rapport à la mort qui est assez prégnant. Et voilà, mais moi j'aime beaucoup ce travail. Ça n'a rien à voir avec le travail d'Alice. C'est justement ce qui est intéressant, c'est que elles sont vraiment très à distance toutes les deux. Elles ont une vision complètement différente de la vie. Enfin, elles traduisent la vie d'une manière tellement différente, mais c'est l'intérêt, si vous voulez, des personnalités qui ont chacune leur talent, chacune leur vision. Et là, dans ce portfolio que Alice a gentiment, très généreusement donné à ma camarade de combat qui va se le garder. Je vais le garder, ouais. Ouais. Dans la chaleur pesante de la salle d'attente à Lausanne, une nuit, ils sont là 20 ou 30 qui somnolent ou qui chantent pour passer leur ennui. Ils ne parlent pas mon langage, viennent d'Espagne ou d'Italie. C'est pas par plaisir qu'ils voyagent. Ils ont dans leur valise un trésor, 3 chemises, un pantalon usé. Dehors, le froid, la bise, racle la pierre grise et le goudron du quai. Ils viennent bâtir nos barrages, nos ponts, nos autoroutes aussi. C'est pas par plaisir qu'ils voyagent. Leur maison, leur famille, leurs garçons et leurs filles, ils ont dû les laisser. C'est la loi qui le dit, paraît, dans mon pays, il y a trop d'étrangers. Leur faudra du cœur à l'ouvrage, et puis apprendre à dire oui. C'est pas par plaisir qu'ils voyagent. Ce qu'ils sont, ce
qu'ils pensent, ça n'a pas d'importance, on ne veut que leurs bras. Et tout ça est normal, et tout ça me fait mal, ça se passe chez moi. Ils retrouveront leur village quand on ne voudra plus de ici. C'est pas par plaisir qu'ils voyagent, c'est pas par plaisir qu'ils voyagent. Les immigrés, Michel Buller. Et dans cette troisième partie, on va parler encore de quelques graveurs, dont Raoul Viloulas, qui travaille donc lui aussi au Lilas. Une pointure, ce Raoul. Il est né en 81, donc il a une quarantaine d'années. Il fait encore très jeune, mais il a surtout une production qui est impressionnante et une force de dessin qui va avec un engagement, un grand engagement. Donc lui, il a eu un baccalauréat, il est espagnol, il a eu un baccalauréat artistique à l'école des arts et métiers de Castelló en Espagne. Il a un bac plus 5 en beaux-arts, toujours formé en Espagne. Et maintenant, il est dans plusieurs associations, dont justement, il est membre de la Fondation Taylor aussi depuis 2018, la Fondation Taylor, qui nous avait permis de découvrir Thierry Morceau. Il y avait une exposition Thierry Morceau et ils font pas mal de trucs aussi. Ils ont toujours des expositions de gravure qui sont très intéressantes, la Fondation Taylor. Voilà. Et il travaille aussi donc à l'Association pour l'Estampe et l'Art Populaire et donc il travaille à l'Atelier des Lilas depuis 2009. Donc ça fait un moment qu'il pratique. Et si on va sur son site... 12 ans. Ouais, quand on va sur son site, on s'aperçoit qu'il fait beaucoup de choses. Il fait de la gravure. Donc là, nous, ce qu'on aime bien, c'est son travail de gravure de taille d'épargne. On a vu qu'il faisait aussi de la taille douce. Ouais. Il fait de la peinture. Et ce qui nous a bien plu là, c'est qu'il nous a montré deux gravures qui sont destinées à faire partie après d'un livre sur la commune. Donc on attend la sortie de ce bouquin qui aurait dû sortir plus tôt, peut-être au début du 150e anniversaire de la commune. Mais voilà, on attend qu'il nous contacte pour faire une émission aussi là-dessus, parce qu'on a vu deux gravures, une qui représentait, je crois, Notre-Dame de Paris, et l'autre qui représente des communards. C'est pas sur le Sacré-Cœur ? Sur le Sacré-Cœur, voilà, c'était ça. Donc on attend. Oui, parce qu'on a vu, si vous voulez, le chose de Ernest Pillon et Ernest sur les marches devant le Sacré-Cœur, qui monte au Sacré-Cœur. Mais là, lui, Raoul, il a fait, ce sont des squelettes, des squelettes des communards qui envahissent ces marches, une multitude là, voilà. Ouais, donc, et Raoul, justement, pratique, sait faire tous ses livres. Il a fait des livres d'artistes, d'ailleurs, et Alice nous disait que quand elle avait besoin d'aide, ils habitaient côte à côte et qu'elle avait demandé à Raoul des conseils pour faire des livres d'artistes. Il disait que c'était en quelque sorte son maître. Voilà. Et c'est vrai qu'il c'est pareil, lui, une modestie. Il était venu à la radio il y a longtemps. C'est quelqu'un d'hyper modeste, quoi. Il dit que quand il parle de son travail, il a encore tout dans l'émotion, qu'il a presque la voix qui tremble, enfin, alors qu'il pourrait vraiment s'affirmer. Enfin, c'est quand on voit tout ce qu'il fait. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est ça les grands. Les grands, c'est pas ceux qui veulent écraser tout le monde, qui se la jouent, là, etc., etc. Non, pour moi, en tout cas, c'est pas les grands. Les grands, ils sont modestes. Ils savent, ils connaissent la valeur des choses. Et voilà, et c'est le cas de Alice, c'est le cas de Raoul, c'est le cas de cette polonaise dont on vous a parlé, et d'autres qu'on connaît aussi, Clément Schevert, enfin bon, celui que j'appelle le Vincent Van Gogh de la gravure, c'est pareil, c'est un stacanoviste du boulot, il est toujours en train de travailler, de faire des trucs dingos, mais d'une gentillesse, voilà, il est là, il fait pas... Bon, il faut avoir la santé pour le fréquenter, mais bon, à part ça, c'est pas de la méchanceté de sa part, c'est que, voilà, il prend de la place. Bon. Et tous les gens comme ça, voilà, c'est des gens qui font un travail, mais giga. Bah, vous allez dire, ouais, encore, c'est connerie. Non, c'est du travail, mais vraiment. Vous savez, quand graver, c'est pas un truc de dilettante, parce que si on le fait bien,
c'est vraiment un travail très 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 difficile pour physiquement. Ouais. Et nous, ce qu'on aime bien là chez Raoul, donc c'est effectivement son travail de lino. Et il y a un accordéoniste là qui est dans la rue, qui joue devant une haie et qui est penché sur son accordéon, donc forcément avec des contrastes forts puisque c'est de la taille d'épargne. Il y a aussi un troubadour du misère, donc un homme qui joue de la trompette face à des visages un peu qui se promènent comme ça, des visages sans corps, et lui a une coquille d'escargot sur le dos. Il y a un arbre, alors ça s'appelle Fake Paré, donc c'est d'espagnol, et donc il y a le tronc de cet arbre avec le début des ramifications, et donc des têtes qui sortent de ce tronc, des têtes aussi sans visage qui sont dans les torsions du tronc. Il y a Café au lait, c'est un intérieur de café avec des gens qui sont tout seuls, soit à lire, soit à boire un café, et donc toujours ces contrastes très forts, quoi. Et La Escalera de los Sabios, que j'ai devant les yeux, c'est aussi quelque chose de... il y a une densité dans la composition, dans la représentation des figures, dans le travail des fonds. C'est quelque chose d'invraisemblable, quoi. Voilà, mais c'est quand même des formats qui sont pas des petits formats, c'est quasiment des formats raisins, 50-65, 50-40, ou 60-40, voilà, des choses comme ça. Et ça coûte, je peux vous dire le prix, 150 €, il en reste un en stock, hein, si ça vous intéresse, vous pouvez le commander. Ça s'appelle La Escalera de los Sabios, et croyez-moi, c'est pas un petit truc à 2 balles, hein, mais pour le prix, je trouve que Raoul, il pratique aussi des prix modestes, voilà, qui sont à la portée, si vous voulez. Oui, je pense, c'est populaire, voilà. 150 € aujourd'hui, hein, qu'est-ce que vous avez pour 150 balles? Il y en a même qui sont moins chers. Il y a des linos, l'accordéoniste est à 80, voilà. Le troubadour du miséré, là c'est pareil, est à 80. Enfin, c'est... Non. Parce que si vous voulez, dans ce marché de la gravure, dans cette manifestation, les prix, d'une manière générale, mais tout à fait générale, et de mon avis, sont un petit peu costauds, mais ça aussi c'est la rémunération du travail, hein, parce que et puis du coût du stand qui est quand même des fois un peu élevé, oui, quoi. Tout à fait, le coût des stands, et puis il y a tout un tas de facteurs qui rentrent dans le prix qui sont pas négligeables, parce que voilà. Mais par rapport au boulot, j'ai vu des peintures, si vous voulez, des trucs gros nuls, des peintures nullos qui touchent des prix bien plus importants que ça, et qui valent pas du tout. Enfin, voilà. C'est vrai, il y a des différences, si vous voulez, parce que la gravure, encore une fois, pour les non-initiés, c'est un travail, comment on les appelait, ces moines de bénédictins, voilà. Vous gravez pas comme ça, peut-être, bon, il y avait Rembrandt, c'est Rembrandt, c'est un, qui faisait des pointes sèches, à la prima, comme ça, chaf, mais bon, ça fourmillait pas de détails, hein, mais la gravure, d'une manière générale, c'est un travail technique de bénédictin. Voilà, il y a la création de l'image, il y a l'imagination, et puis après, il y a le boulot technique, et là, ça rigole pas. Ouais. Alors moi, je vais citer quand même quelques noms, quelques personnes qu'Alice nous a fait rencontrer. Il y a Evelyne Delzeco, il y a Clément Claus, on a rencontré aussi Gérard Bastien, ça fait plusieurs fois qu'il habitait, c'est marrant, il habitait Montreuil, on ne s'est jamais croisé, maintenant il a déménagé, et lui c'est pareil, il tirait aussi à l'atelier des Lilas, il a fait la livre sur les bouquinistes d'ailleurs, je crois que j'en avais parlé à ma copine Lolo, et on a rencontré Salomé Pérez, voilà, entre autres. On a vu aussi le stand de Christine Gendre-Bergère, on lui avait consacré une émission quand elle avait exposé rue des Cascades, sur Lampedusa, et là elle a un travail et elle a quelques gravures, quelques estampes sur des communeuses, comme elle dit, donc elle a fait des portraits de femmes de la commune, et quand on regarde bien il y a 2 couleurs, donc il y a le portrait de la communarde, et à l'intérieur il y a un autre visage qui apparaît d'une autre couleur. C'est un très très beau boulot. Oui, elle avait déjà fait utilisé cette technique lorsqu'on avait vu la première fois son travail.
Et il y a évidemment Louise Michel, hein, c'est la plus connue, mais il y en a d'autres. Ah oui, qui sont non, il y a complètement Nathalie inconnues. Lemel, oui, il y en a d'autres. Ouais. Ouais. Et voilà, donc c'est vrai que on n'a pas pu tout voir parce que ce serait trop long, mais moi je trouve qu'à chaque fois il y a quand même beaucoup de choses. Les graveurs d'une manière générale se moquent pas du monde, quoi. Non, non. Il y en a certains qui se la jouent, hein, attention. Hein. Ils sont pas tous gentils comme Alice ou comme Raoul, hein, mais bon. Mais c'est vrai que c'est un bout. Bah, par contre, on avait ce graveur belge là. Thierry Morciau. Thierry Morciau qui avait un travail aussi, qui a un travail aussi assez extraordinaire, qui se la joue pas du tout, qui est gentil comme tout. Voilà, c'est pas le cas de tout le monde, mais bon, en même temps, on peut comprendre que parfois ils soient un peu grincheux parce que bon, leur travail, c'est quand même quelque chose qui leur prend toute la vie, quoi. Voilà, on n'est pas graveur comme on est peintre ou comme on est, voilà. Les peintres, c'est un peu folklorique à côté. Hein. Ouais, alors justement, il y aura une nouvelle exposition au boulevard Richard Lenoir, on en reparlera le moment voulu, je crois c'est 19, 20, 21 novembre, et ce sera justement des sculpteurs et des graveurs, et nous on aura notre copine Marie-Christine Béguet qui va venir exposer là, donc on ira voir. Parce qu'elle nous manque, Marie, là, elle était pas là, elle a été retenue, et c'est dégueulasse. Voilà, donc voilà, j'espère qu'on vous donne envie de voir la gravure. Moi, sur le blog, je vais mettre les liens de tous les artistes dont on a parlé, quoi. Oui, parce que, si vous savez, à Paris, il y a des galeries qui exposent des graveurs aussi. Ça arrive. Hein. La preuve, nous, à la galerie Kaléidoscope, la galerie Vagabonde, on a rencontré une graveuse tchèque fabuleuse. Voilà, ça existe. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'attendre les journées de l'estampe une fois par an. Ça suffit, ça. Il y a de quoi meubler entre-temps en gravure. La Viciseta em parlava de bon matí al portal mentre el sol esperaven i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfer-nos-en mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però Siset, fa molt temps ja les mans se'n van escorxar i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Ben sé que està podrida, però és que Siset costa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cos i estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. La Siset ja no diu res, mal vent que se'l va
portar et qui s'acaba aquí d'indret i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets estiu al coll per cantar el darrer cant dels sisets, el darrer que em va ensenyar. Si estirem tots, ella veurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Les Stacca, Louis Liac. Et maintenant on parle des expos. Robert Stock à la liste des expos. Oui, mais je rappelle quand même qu'on est toujours sur Radio Sous-Pente, l'émission à Racaille, et qu'on se termine avec le culturel, les expos, pop. Georgia O'Keeffe, à Beaubourg, une peintre américaine. Elle est certainement importante, elle a eu une vie assez intéressante, mais son travail nous passionne moins. Viviane Maille, au musée du Luxembourg. Une photographe. Ah oui, qui était une nanny, une gouvernante, une nounou, quoi, tout ce que vous voulez, et qui, pendant ses temps libres, photographiait tout ce qu'il pensait apporter sur un petit appareil photo. Qui a été redécouverte par hasard par quelqu'un qui a acheté sa mallette de négatifs dans une vente aux enchères. Et c'est vrai qu'on avait vu une expo d'elle dans une petite galerie à Paris, il y avait la queue, d'ailleurs c'est rare de voir des queues devant les galeries, et on avait été complètement envoûté par son travail. Bon, les portes, Jacques Greenberg à la galerie Kaléidoscope, Alexis Gorodine à la galerie Frémaux à Vincennes, une galerie qu'on vous recommande parce qu'elle paye pas, elle n'est pas si petite que ça, mais les galeries sont très très gentils, accueillants, et puis ils ont un fond alors énorme. Bon. Jacques Grimbert, je l'ai fait. Jacques Grimbert, donc 13 octobre, 18 décembre. Ouais. Ah si, c'est rue Chapon, alors j'ai pas compris, c'est 8 rue Chapon dans le 3e arrondissement, là où elle expose. Non, je me suis trompée, donc c'est bien, donc on ira voir quand même peut-être Marie Degnaud, parce qu'on aime bien cette galeriste. Ouais, on aime bien cette galeriste qui se mouille quand même beaucoup. Hein. Les portes ouvertes de Montreuil, c'est ce week-end. Vous connaissez Montreuil-sous-Bois, c'est la patrie de notre camarade. Alors là, on est quand même dans du lourd. Moi, malheureusement, je pars 8 jours et je vais louper les portes ouvertes des ateliers d'artistes. Ouais. Mais il y a quand même plusieurs lieux. Entre autres, il y a Dominique Cabrera qui réouvre ses portes pour présenter Les Brodeuses, une exposition qu'elle avait déjà présentée, qui est absolument magnifique. Et d'ailleurs, elle prépare un film sur des brodeuses avec Yolande Moreau. Donc moi, je vous conseille d'aller chez Dominique Cabrera. C'est pas loin de la mairie de Montreuil. Et notre ami Clément Skunberg, qui va exposer chez Dédé Maccabée, donc c'est 22 rue des Ayeps à Montreuil. Donc il y aura sûrement Dédé Maccabée qui va exposer. Dédé Maccabée est une jeune femme qui fait du blues, mais aussi qui fait de l'illustration, qui fait de la peinture un peu BD, un peu voilà. Non, c'est une bonne. Donc puis avec un blas pareil, on peut pas l'oublier. Ouais, et pour avoir le détail de tout ça, il y aura sûrement des dépliants avec tous les lieux à visiter à Montreuil. Il faut aller soit au syndicat initiative, soit au cinéma. Il y aura sûrement un peu partout, parce qu'il y a à peu près 500 ateliers d'artistes. On va pas arrêter avec Montreuil, on sait que tu es le porte-parole de Montreuil. The place to be. Oui. Et la coopérative Cérès Franco, vous savez, c'est dans le sud, là, c'est comment ça s'appelle ? Montaulieu. À Montaulieu. Elle est toujours dynamique, hein, Cérès Franco, elle a presque 100 ans, mais elle pulse toujours.
Et il y aura un hommage à Dominique Paula d'Ardouin, qui est la fille de Cérès Franco, qui malheureusement nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Et le 30 octobre, ils lui rendront un hommage. C'est peut-être l'occasion pour vous, si vous êtes dans le sud ou pas dans le sud, hein, vous pouvez faire le voyage, d'aller à Montolieu et de visiter cette coopérative avec des cimaises magnifiques. Hein. La collection de Cérès Franco, c'est quelque chose. Hein. Voilà. Vous êtes donc toujours sur Radio Sous Pente, la station. Ah non, mais on l'a pas fini. Ah non, le culturel. Ah bah le culturel. Avec mes piquerets. Mes piquerets, voilà, samedi, il tombait des cordes, il fallait que je sorte quand même en fin d'après-midi, donc je suis allée à Libertalia, qui est au coin de ma rue pratiquement, et j'ai acheté le livre sur mes piquerets, donc Mai la réfractaire, 85 ans d'anarchie. Donc j'ai lu que le premier chapitre, c'est son enfance en Bretagne, où elle se met à travailler dès qu'elle a 11 ans. Mais quand on lit le 4e de couverture, on s'aperçoit qu'alors elle, rien ne lui faisait peur. Hein. Donc j'en parlerai quand j'aurai fini le bouquin, je pense dans une semaine. Et elle était, je te le passerai, elle était sur tous les fronts, elle avait peur de rien. Et moi j'ai connu sa fille quand je fréquentais l'Aumière, une auberge de jeunesse à Paris, là, je crois que c'est dans le 19e, je ne sais plus exactement. Enfin bon, et c'était une auberge de jeunesse, le Perrault c'était un Algérien, et il y avait beaucoup d'anarchistes dans cette auberge. D'ailleurs, on partait pendant les week-ends dans des propriétés il y avait un circuit quoi, de vieilles fermes, etc., où on pouvait passer le week-end, etc. Bon, bref. Et il y avait sa fille qui faisait partie du groupe, quoi, voilà. Et donc, j'ai dû l'apercevoir, mes piquerets, une fois ou deux, chez sa fille. Mais déjà, à cette époque-là, elle avait il y avait une aura sur mi-Pécresse, c'était vraiment... Voilà. C'est ça, dès 1921, donc elle est née en 98, elle a 23 ans, elle envoie un colis piégé à l'ambassadeur des États-Unis à Paris pour protester contre la condamnation à mort de Sacco et Vanzetti. Et on va après voir qu'elle a côtoyé donc Sébastien Faure, Macno, Elma Godman, Marius Jacob, enfin bon, toutes... non, ça c'est des nanas, voilà les anarchistes, hein, c'est pas les guignols là dont je parlais tout à l'heure là qui se font des branlettes sur une radio dite anarchiste. Hein. Voilà, mais Piqueret, Le Coin, tous ces gens-là, oui, c'était des... Voilà, ça c'est des pointures, là c'est des anarchistes. Voilà, donc j'ai hâte d'être sous ma couette pour pouvoir continuer. Et puis tu as vu un film, toi, Le Sommet des Dieux ? Oui, j'ai vu un film, Le Sommet des Dieux. C'est un film d'animation qui vient de sortir. Donc j'ai vu ça au Méliès hier soir. Un magnifique film d'animation qui est réalisé par Patrick Imbert et donc qui part d'une histoire vraie d'une personne qui s'appelle Mallory, qui aurait été le premier à monter l'Everest par je sais plus quelle face, enfin, et en 1924, et qui aurait, il n'y a aucune preuve, il aurait perdu un appareil photo, donc là on imagine que l'appareil photo est peut-être retrouvé, ce qui va nous amener en fait à suivre des alpinistes et à côtoyer ce monde des alpinistes, des sommets, des gens qui se sentent le besoin de grimper des montagnes et d'aller toujours plus haut, toujours plus loin, que ce soit toujours plus difficile, et qui le font en fait pas par orgueil. Il y a quelque chose de puissant en fait, qui se sentent vivre quand il y a cette mise en danger et qui finalement vont jusqu'à mourir. Enfin, c'est crever, faire chier le monde. Non. Oui. Ben non, parce qu'il y a des équipes qui vont pour les secourir. Non, là c'est pas le cas. Non, là dans ce film-là, c'est pas le cas. La personne qui va à la fin, justement, n'a besoin de personne. Elle y va, elle veut y aller toute seule. Il y a un photographe qui va le suivre, mais qui va redescendre après. Et donc l'idée, c'est vraiment une histoire en solitaire. C'est les gens qui se suicident, quoi. C'est une manière de se suicider. Moi, je trouve que ce film justement va au-delà de ces conceptions justement qu'on pourrait appeler simplement des batailles d'ego et tout ça. Il y a quelque chose de plus grandiose. Et puis on est dans ces montagnes qui sont magnifiques, quoi. Oui, mais les montagnes sont peut-être magnifiques, mais je suis désolé, non, je suis vraiment obtus peut-être, mais je comprends pas du tout cette passion pour la mort, quoi. Voilà, c'est un petit peu comme les toréadors, quoi. Voilà, ils ont un taureau qui fait 200 kilos devant eux, ils risquent de se faire encorner, et ils se font encorner assez souvent. Et ben les alpinistes, c'est un peu la même chose. Hein. Je me souviens, j'admirais un alpiniste, un très jeune là, qui faisait de l'alpinisme, mais sans corde, sans rien, quoi, voilà, qui s'accrochait à des surplombs, etc. Puis c'était un des plus grands champions du monde d'alpinisme libre.
Eh ben, Et je pense il s'est que maravé. Puis voilà. je pense que la mort est souvent la fin de Bah ces oui, histoires. bah oui. Mais en fait, en même temps, il y a quelque chose qui fait qu'ils ne peuvent pas faire autrement, c'est-à-dire qu'ils se Non, sentent vivants oui. dans ces moments-là. Après, quand ils sont tout seuls, qu'ils n'impliquent pas toute une famille, pourquoi pas. Enfin, moi, je peux quand même. De même, je pense qu'il y a des navigateurs en solitaire, c'est un peu pareil. Hein. C'est moins dangereux. C'est un moment où Non, mais c'est finalement moins on risque C'est moins d'y dangereux. rester aussi, quoi. Ouais. Bon. Bon, enfin, en tout cas, ce film d'animation est magnifique, avec une très belle musique. Donc moi, j'ai vraiment passé un très bon. Oui, non, mais je suis toujours sur Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois, sans loi et sans cœur bête, qui émet depuis un garni et diffuse sur internet à racaille.fr. Et salut à nos amanches, nous saluons nos amanches. Attention à ne pas sauter de ligne. Claude et André de la Nation. Alors André, ça va pas fort. On espère qu'il va s'en sortir une fois de plus. Parce qu'il est, mais il est quand même costaud. Il a la vie qui veut pas le. Hein, ça le tient. Bon. Karine, dites Karine, vous êtes une artiste de Montigny, une pote à ma camarade de combat. Ouais. Marie-Christine Béguet, on en a parlé tout à l'heure, une graveuse émérite qui est entre le Gard et les Cévennes, on ne sait plus trop où elle est. Enfin là, je suis une copine pour l'instant, elle squatte. Voilà, en attendant d'avoir enfin sa maison. C'est mal barré, mais bon, on lui souhaite le meilleur. Claude et William, nos potes de Brest. On pense souvent à eux. On est heureux de les connaître. Jean-Paul Souvraz, un peintre de Coudekerque-Branche dans la banlieue de Dunkerque, une petite ville sympathique du Nord, mais qui abrite un grand peintre. J'espère qu'ils sont au courant, les gens de Coudekerque. Hein. Claudine, une copine à ma camarade depuis Pichaichou. Salut Clo-Clo, j'entends souvent parler de toi, hein, vous faites des bonnes petites bouffes avec ta copine Piquécou et votre copine. Puis elle se fait des super expos, la Clo-Clo, hein. Ah bah oui aussi. Ah voilà. Une expo en Hollande sur Nold et Kirchner. Oh là là là, Nold, moi je voudrais aller voir son atelier là, tout là-bas, près de la Baltique, hein, en Allemagne du Nord. Bon, enfin bref. Corinne, Corinne, Joël et Anne-Emmanuel et Frédéric, une bande de potes qui traficotent dans l'art. Oh, c'est pas des nuls, hein, loin de là. Surtout Corinne qui est tapissière émérite, hein, et Anne-Emmanuel aussi qui se débrouille bien en gravure, et Fredo qui fait des petites peintures qui sont craquantes, des aquarelles souvent. Juliette Planck, une graveuse en relégation à Rochefort-sur-Mer, dont on aime beaucoup le travail, et puis qu'on ne l'a pas vu non plus. À la journée de l'Estampe, on était triste, la Juliette. Hein. Clément, on en a parlé, c'est Clément Schauert, le Vincent Van Gogh de la gravure, voilà, on est graveur de père en fils dans cette famille. Et puis Agnès Dubart, une graveuse aussi, qui s'est tirée en Bretagne Sud après avoir squatté en Ariège, et être parti de l'île où on l'a connu. Thierry Morciot, un graveur belge, mais alors une pointure de chez pointure. Colette, Jacqueline et Nicole, 3 femmes artistes dont 2 consacrent leur vie à, si vous voulez, à faire vivre l'œuvre de leurs défunts artistes de mari. Liliane et Laurence, 2 écrivaines de polar, souvent, enfin la plupart des polars sont sur Paris, et ce sont évidemment des vraies encyclopédies de Paris, toutes les 2, hein, elles ont une connaissance de Pantruche, voilà, qui nous font mouiller nos petites culottes. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, qui a retrouvé son bistrot bien-aimé, bah, t'as raison d'en profiter, Juju, Geneviève. Je prends pas des familiarités. Michel Péloil, un peintre qui était mon voisin, qui n'est plus, bon, un bon peintre aussi, hein, pointure. Marie-Christine et Christophe, 2 militantes chez Militants qui militent, hein, sérieux en plus. Hein. Cécile, tu la sens, ma 5e puissance, qui était une émission sur cette radio Omni, mais qui est partie, Cécile, et puis qui vit sa vie maintenant. Mais on pense souvent à toi, Cécile, on la sent toujours, ta 5e puissance. On t'aime. La rousse flamboyante, tout à l'heure, elle est plus rousse, mais enfin, moi je l'appellerai toujours la rousse flamboyante. Elle a téléphoné à ma copine, là, et voilà, c'était sympa, j'aime bien l'entendre parler. Elle est un petit peu à l'ouest, mais c'est bien sympathique.
Continue comme ça, chère Rousse. Au moins, elle est intègre. Hein. Oui. Elle est honnête. Elle est C'est l'intégrité même, et Voilà. c'est rare d'être intègre. Non, je vous rassure tout de suite, elle n'est pas anarchiste. Bon, parce que l'anarchiste à intégrité, en ce moment, c'est pas un mélange complètement compatible. À retire du mélange sur cette radio ONI, qui fait une émission le dimanche en fin d'après-midi, une émission musicale de haute tenue, c'est pour ça que je l'appelle Arthur, en souvenir de José Arthur. Il a un petit peu cet humour décalé et distingué en plus. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-Marlotte, qu'on a découvert dans la magnifique librairie de Florence Quenu, à Bourg-Marlotte, qui de temps en temps expose des artistes du cru, dont Anne-Isabelle Roubaille. Donc, on a visité aussi l'atelier, on a été grattés sur ce coup. Colette et Alain, deux collectionneurs qui collectionnent et que j'affectionne. Alice Amoroso, on vient de nous en parler, hein, pointure en gravure. Raoul, deuxième pointure en gravure. Dominique Paul Lardouin, dont on vient de parler, un hommage lui sera rendu. À la coopérative Cérès Franco à Montelieu. Marie Degnaud, une galériste émérite aussi, qui expose sa petite galerie itinérante, Kaléidoscope, qu'on ira voir Jacques Grambert, Antoine Manori, des Champignons, la galerie Caron-Bedou de Bourg-Marlotte, qu'on a découvert, puis on doit aller interviewer la galériste, un de ces quatre, qu'elle s'impatiente pas, nous, on n'est pas on court pas. Hein. Marie-Louise, une auditrice sympathique et qui nous suit depuis longtemps et qui nous aime bien, d'après ce que j'ai compris. Anna, une autre polonaise que celle qu'on a vue à la Journée de l'Estampe, mais qui est aussi talentueuse que celle qu'on a vue à la Journée de l'Estampe, qui peint, et j'adore son travail. Voilà. L'émission est à l'écoute sur notre blog arracaille.fr et nous allons tout de suite nous finir gentiment avec Faut vivre de Mélispel, une chanson de Mouloudji. Salut à tous. Salut copains. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut Pardi et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on nourrit l'enfant mort, si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise,
faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire, jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre.